Bonjour à tous, bonjour Gérard Larcher. Bonjour. La droite a viré largement en tête des départementales, mais la gauche résiste mieux que prévu, le PS en tout cas. Est-ce que ça vous surprend ? D'abord, dimanche, c'est une victoire du département. Vous savez, cette collectivité qui devait disparaître, c'est ce que le Premier ministre Manuel Valls nous avait annoncé en avril dernier. Eh bien, les Français ont démontré, y compris par leur participation, qu'ils étaient attachés à cette collectivité. Enracinement des élus, vous me posez la question, le PS a un échec à votre sanction, en même temps il a des élus pour partir enracinés dans le territoire. C'est plus vrai dans le sud-ouest que dans le nord. J'ai bien noté que des présidents de conseils généraux, notamment des collègues du Sénat socialistes, étaient battus et se retiraient du deuxième tour parce qu'ils n'étaient parfois même pas qualifiés pour le deuxième tour. L'une des raisons du succès de la droite, c'est son unité. Est-ce que c'est à mettre au crédit de Nicolas Sarkozy ? C'est à mettre au crédit de l'UMP et de l'UDI, des deux présidents, Nicolas Sarkozy et Jean-Christophe Lagarde, et puis des candidats, et puis de nous tous derrière. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui regardent les choses du bout des lèvres. Je considère que le président de l'UMP, et vous connaissez ma liberté à son égard, il a fait le job, il s'est engagé, d'autres se sont engagés. Il s'est relancé pour les campagnes futures. En tous les cas, il est présent. Il est président d'une grande formation politique. Nous avons un bureau politique fait de diversité et chacun prend toute sa part. Il y a une question qui se pose aujourd'hui. Il y aura des duels entre le Front National et le Parti Socialiste. Nicolas Sarkozy est pour le Nini. Vous, ce n'est pas votre cas. Écoutez, le bureau politique de notre mouvement s'est réuni hier. Nous avions débattu, nous avions voté, donc la décision du Nini, elle est légitime. Elle est une décision prise à la majorité. Et personnellement, cette décision, je ne la discute pas dans sa légitimité. Simplement, nous avons décidé hier, et c'est un point très important, c'était déjà une décision, aucun accord avec le Front National. Le combat contre le Front National est notre priorité et en même temps le combat contre les socialistes et l'échec de la gauche. Moi, à titre personnel, parce que je suis dans la situation d'un électeur, si j'avais à arbitrer et s'il y avait, entre guillemets, une chance, j'allais dire une malchance de voir élu un Front National, à titre personnel, je pourrais soutenir un homme ou une femme, lui-même soutenu par le Parti Socialiste. C'est un choix personnel, ça a toujours été mon attitude, mais ce que je note pour mon mouvement politique, c'est que la priorité du combat, c'est le combat contre le Front National. Mais pour vous, donc, le Front National, ce n'est pas un parti comme les autres. Je considère que ce n'est pas un parti comme les autres. Par contre, je dis, tant qu'il n'est pas interdit, et je ne vois pas de motif de l'interdire, simplement, il n'est ni dans le schéma de valeurs, qui est le mien, ni en même temps, il propose de vraies solutions. Vous savez, sortir de l'Europe, sortir de l'euro. En fait, faire un programme de gouvernement assez comparable à celui de Syriza en Grèce, ça n'est pas crédible, il faut le dire aux Françaises et aux Français. Après le second tour de dimanche, il y aura ce qu'on appelle le troisième tour, autrement dit la désignation des présidents des conseils départementaux. Dans les départements où il y aura le Front National, où il y aura le Parti Socialiste, où il y aura l'UMP, il n'y aura pas de majorité. Le FN vous propose une charte que si vous signez, il s'engage à soutenir et à vous soutenir. Est-ce que vous êtes prêt à signer avec le Front National cette charte ? Je crois que l'UMP était très clair hier soir au sortir du bureau politique. Dimanche soir, son président. Aucun accord, bien entendu, de deuxième tour. Aucun accord de troisième tour. Nous ne partageons pas le même projet. Vous savez, un département, c'est un lieu de proximité sociale, de proximité territoriale. Proximité sociale, c'est la vie quotidienne des gens, les crèches, les personnes âgées. Et nous n'avons pas le même regard sur un certain nombre de dossiers. Il n'y aura aucun accord. Mais ça veut dire qu'il y aura des gouvernements, j'allais dire, des départements qui ne seront pas... Oui, on peut dire qu'ils seront gouvernés à la majorité relative. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de 49-3 dans les départements. À la majorité relative. On verra si ça bloque ou si ça bloque pas. Et si ça bloquait, eh bien le Sénat, qui est le représentant des collectivités territoriales, pourrait le moment venu faire des propositions sur un 49-3 départemental. Mais je pense d'abord qu'il faut dégager des majorités claires. Ce sera le rôle des électeurs dimanche. Alors le Sénat, justement, est-ce qu'il faut le réformer ? Nous avons, il y a 15 jours, le bureau... D'ailleurs, on parle parfois de le supprimer. Je pense que le Sénat est indispensable à l'équilibre de nos institutions. Regardez le 49-3. Est-ce que vous pensez que ça va être inutile de parler de la loi Macron au Sénat dans les semaines qui viennent ? Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est la réplique sismique de l'élection présidentielle. Nous avons besoin de respiration démocratique. Et il est important qu'au Sénat,
eh bien, la majorité qui est sortie des élections municipales puisse s'exprimer, faire des propositions. Je crois qu'on a besoin de cette respiration démocratique. Ça nous évite des tentations populistes. Est-ce qu'il ne faut pas plus de clarté au Sénat? C'est le sens de la réforme que nous avons conduite, notamment comment on fait la loi. La loi, on l'a fait avec des parlementaires. Et il faut permettre à ces parlementaires d'être présents. Et parfois, notre système d'organisation ne permettait pas qu'à des moments essentiels, la vie en commission, quand on vote la loi, le scrutin solennel, les questions d'actualité, les parlementaires soient présents. Nous allons organiser d'ici le 1er octobre tout cela, y compris pour ceux qui ne choisiraient pas de consacrer leur énergie au Sénat, y compris d'avoir des décisions de sanction. Ça a été la décision du bureau, je m'en réjouis. En même temps, plus de transparence, mais une transparence au service du pays, et de rappeler aussi que la démocratie, ça a un coût. Il faut arrêter cette démagogie de faire croire que la démocratie, ça n'a pas de coût. On a parlé parfois d'opacité du Sénat. Qu'est-ce que vous allez faire là-dessus? Très clair. Nous allons mettre à disposition des citoyens l'ensemble des comptes du Sénat, les comptes des groupes, d'une manière intelligible. C'était déjà fait, ne croyez pas que nous partons de rien. Et il y a déjà beaucoup de choses qui sont connues, mais être plus clair, assumer, dire les choses pour que chacune et chacun mesure l'importance de la démocratie parlementaire, en même temps en la connaissant mieux, le Sénat en apportant encore plus de transparence, renouer la confiance. Vous savez, dans ce pays, seuls les maires adjoints, les conseillers municipaux ont la confiance majoritaire des citoyens. Nous sommes les élus de ces élus-là. Et mon ambition avec mes collègues, c'est de retrouver les chemins de la confiance. Merci. Merci à vous.